après le Flash Info. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission à votre écoute. Ravi de vous retrouver jusqu'à 17h. Alors, chacun a sa perception de voir les choses, chacun a son vécu, ce qui forge aussi votre personnalité. Et en fonction de votre place dans la société, il arrive que celle-ci change au cours de la vie. Elle est l'essence de votre identité. C'est à la fois la génétique et l'environnement qui l'influencent et qui influencent cette personnalité, votre personnalité. Vos qualités, vos défauts, vos émotions et vos raisonnements font de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous, qui êtes-vous ? Alors, racontez-nous à l'antenne et sans tabou, parlons vrai ensemble. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et si aujourd'hui on parle de personnalité, c'est parce qu'il y a des personnalités qui évoluent positivement avec un épanouissement de vie. D'autres vont changer de tout, de leur personne, au point d'un changement total, même de sexe, d'identité. Et d'autres s'enferment dans des troubles de personnalité qui s'identifient avec différents types, tels que des comportements compulsifs, borderline, de paranoïa, de narcissisme ou bien antisociables. Et j'en oublie car il y en a au moins 10 de répertorié. Pas évident de le vivre ou d'être à côté d'une personne ayant cette fragilité. Et avec nos auditeurs, nous allons parler tout le long de cette émission sur justement les changements et les comportements de personnalité. Et pour cela, j'accueille notre première auditrice, Lou. Bonjour Lou. Bonjour Alexandre et bonjour à vous tous. Bienvenue sur Sud Radio. Merci Alexandre. Alors, Lou, vous avez 65 ans, vous habitez Pau. 66. 66, désolé. Je vous ai rajeuni un petit peu. Non, un an, c'est pas grand-chose. Vous habitez de Pau, de la ville de Pau. Oui, tout à fait. Voilà. Et vous avez été vous êtes toujours aide-soignante ? C'est ça. Et oui, vous accompagnez des personnes souffrantes d'autisme, c'est bien ça ? Également, entre autres. D'accord. Et vous avez, si vous me permettez de parler ainsi, une particularité dans votre vie qui a transformé votre vie, qui a complètement changé. C'est au-delà de la personnalité puisque aujourd'hui vous avez changé de sexe. Complètement. Racontez-nous un petit peu. Ah bien, écoutez, moi, mon cas est un peu particulier, il me semble, car très tôt, personne ne se posait la question, c'était carrément une évidence chez moi. Et puisque déjà, à l'âge de 2 ans, entre 2 ans et 3 ans, je mettais les chaussures à talons, moi j'ai jamais joué avec les camions de pompiers, le ballon, etc. Moi je coiffais les poupées, je n'avais que des copines, etc. Donc je sors d'une famille, j'ai 6 frères et 2 sœurs, j'ai été élevée exactement de la même manière, sauf que j'avais un petit truc différent. Mmh. Donc mes parents l'ont très bien compris très rapidement et tout s'est installé comme ça naturellement. Donc l'adolescence s'est passée, puis aux alentours de mes 17-18 ans, j'ai quitté ma ville pour partir à Toulouse et puis à Paris. Mmh. Et là, tout a changé brutalement. J'ai commencé à consulter un médecin qui m'a conseillé un endocrinologue pour ma prise d'hormones. Et tout s'est enchaîné. D'accord. Tout s'est enchaîné très très rapidement. Et puis aux alentours, alors j'étais déjà très androgyne. Moi, on m'a rarement dit bonjour jeune homme, ou on me disait plutôt bonjour mademoiselle, ou on me parlait au féminin. J'étais très longiligne, j'avais des traits très fins. J'étais androgyne. D'accord. Et j'en jouais beaucoup en plus. Ça me plaisait, je trouvais ça très drôle. Et puis, quand j'ai pris la décision de mon traitement hormonal, alors là, ça va très vite. C'est-à-dire que dans les mois, le 3e mois déjà, je n'avais plus de testostérone, j'avais la glande mammaire déjà développée.
Et là, c'est tout un chamboulement dans notre corps puisque vous avez les graisses les graisses naturelles qui se déplacent, le positionnement, tout change. J'étais un coup heureuse, un coup triste, comme une femme ménopausée, vous voyez, dans cet état. Et puis, au bout d'une année, mon traitement s'est bien stabilisé et nous avons augmenté les hormones. Et j'ai vécu ainsi, comme ça, jusqu'à l'âge de... début 2000. C'est-à-dire que moi, je voulais être une femme. J'étais une femme dans ma tête. Donc, je voulais que tout soit naturel, c'est-à-dire que je me levais en femme, je me couchais en femme, en fille, c'est-à-dire que je voulais pas être déguisée, je portais pas de perruque, je me maquillais pas à outrance comme dans comme les travestis, etc. Je voulais que tout soit naturel, donc j'avais déjà les cheveux très longs, les ongles longs, etc. Et j'ai vécu ainsi, très très bien. Alors justement, pardonnez-moi Lou, le temps de cette transformation, le regard des autres, est-ce que vous l'avez bien vécu ou est-ce qu'il y a eu des passages un peu difficiles pour vous à vivre ? Eh bien, écoutez, moi j'ai eu beaucoup de chance. Il me semble que j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai jamais rencontré de problème. Jamais rencontré de problème, jamais d'insultes, jamais, toujours de la bienveillance, toujours des compliments, et je cachais pas la chose, j'expliquais comme ça ce que j'étais, et puis. Et même dans votre travail? Partout. D'ailleurs, lors de mes entretiens professionnels, j'étais obligée, puisqu'à ce moment-là, j'étais pas encore opérée, donc j'avais encore mes papiers, mon état civil masculin. Donc j'ai dit, voilà, monsieur, selon le directeur qui me recevait, je dois vous préciser que je suis en cours de transition, et ça n'a jamais posé de problème. En tous les cas, chez moi, ça a toujours très bien fonctionné. J'ai été très chanceuse de ce côté-là. D'accord. Et Lou, ce qui peut m'intéresser par curiosité peut-être, et puis aussi pour nos auditeurs, est-ce que vous avez pu construire une vie de femme ou pas? Complètement. Vous avez été amoureuse pendant très longtemps ou vous l'êtes toujours? Mon premier amour qui a duré 17 ans. Et la vie a fait, moi je voulais autre chose. J'ai commencé, je l'aimais beaucoup, on s'est aimé. Il acceptait ma façon d'être au grand jour, c'est-à-dire que rien n'était caché. Je connaissais toute la famille, ma belle famille, etc. Tout se passait très très bien. Mais il n'était pas tout à fait d'accord pour mon opération. D'accord. Donc ça a fait beaucoup, il y a eu beaucoup de discussions, etc. Bon, nous nous sommes séparés en amis. Et puis là, j'ai pris les choses en main en 2000. J'ai dit c'est le moment. J'ai dit c'est le moment. Maintenant, il faut que j'entame le parcours. Et là commence le parcours du combattant, le vrai parcours. Moi, en ce qui me concerne, j'ai été prise en charge au CHU Pellegrin à Bordeaux par une équipe pluridisciplinaire composée de différents chirurgiens, médecins et psychiatres, parce qu'il faut savoir qu'ici en France, c'est pas parce que l'on veut devenir une femme et se faire opérer que tout se fera. Oui. Pour obtenir les autorisations, c'est très long, c'est un parcours très long, et c'est le psychiatre qui donne le feu vert. En ce qui me concerne, ça a duré 4 ans. Oui. Et au bout de 4 ans, elle a donné le feu vert. Et là, tout s'est enclenché très rapidement. D'accord. Alors, comme on est un peu pris par le temps, Lou, je suis vraiment désolé. Et aujourd'hui, depuis combien de temps on peut considérer qu'aujourd'hui, tout ça n'est pas derrière vous, mais vous avez réussi à aller jusqu'au bout de cet accomplissement? Depuis combien de temps vous vous sentez libérée et heureuse de tout ça? Alors, dès le départ, j'étais très heureuse, ne serait-ce qu'avec mon traitement hormonal, parce que j'avais de très bons résultats. Mais réellement, je suis devenue la femme la plus heureuse au monde la veille de mon opération, où je savais qu'à mon réveil, tout était terminé de l'autre côté et que j'allais rentrer dans une nouvelle vie. Et ça a été, pour moi, ça a été formidable. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes en couple ?
Bien sûr. Ah, très bien, très bien. donc Peut-être pas encore plus légitime. Mais... Bon, très bien. Très bien. Donc, vous ne regrettez pas et vous assumez complètement Absolument cette pas. transformation Absolument et ce pas. changement. Oui. Absolument pas. Seulement, il faut que les gens comprennent que c'est un parcours. Il y a l'opération, c'est une chose, mais après, il y a tout la partie état civil, le tribunal, le procureur qui peut ne pas vous accorder le changement de nom. C'est très long. La carte vitale, les pièces d'identité, ça, c'est encore un autre chapitre. En tous les cas, de ce que j'entends et de ce que je ressens aussi en vous, il y a vraiment cet épanouissement de femme que vous êtes aujourd'hui et malgré tout c'est pas facile à franchir le pas et assumer et à vivre pleinement sa vie. Merci Lou, merci vraiment pour votre témoignage et je vous en prie Alexandre. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour d'autres questions. Merci. Je vous embrasse. Merci, moi aussi, et prenez soin de vous. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Hélène. Elle nous racontera sa rencontre avec un pervers narcissique qui avait une très forte emprise sur elle et une double personnalité. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, les changements et les troubles de personnalité. Alors vous souhaitez témoigner sur le sujet ou tout simplement poser des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du saviez-vous. Alors le saviez-vous, d'après des études, la première cause d'un trouble de la personnalité est un abus au cours de l'enfance, par la négligence, la maltraitance sur mineurs, l'agression physique ou l'abus sexuel sont aussi des facteurs à la source d'un trouble de la personnalité. Les blessures, les dysfonctionnements et les maladies neurologiques ne sont pas forcément responsables des troubles de la personnalité, mais peuvent y être associés. Et la parole est à Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Alexandre, bonjour Desac. Merci de me recevoir à l'antenne. Merci, c'est avec grand plaisir de vous avoir aujourd'hui à l'antenne de Sud Radio. Alors Hélène, vous avez 70 ans et voilà, vous habitez Toulouse et vous êtes retraitée. Exact. Alors Hélène, vous avez un parcours assez tumultueux parce que vous avez rencontré un homme que vous considérez, ou en tous les cas qui est pervers narcissique et qui a eu une forte emprise sur vous, et c'était votre amant, c'est ça ? Tout à fait. En fait, j'ai eu une liaison pendant 6 mois avec un pervers narcissique. J'étais mariée, lui aussi. Je l'ai rencontré par Minitel. À l'époque, c'était le Minitel. Oui. Il m'a fait croire que j'étais la femme de sa vie. Et je suis en fait devenue très dépendante de ses demandes. C'était il y a combien de temps ? Il y a combien de temps ? Oh, il y a longtemps. Il y a 30 ans. Ah oui, effectivement. Il y a 30 ans. D'accord. Il trouvait toujours les mots pour me dire qu'on se retrouve là, à telle heure, tel endroit. Et souvent, il me faisait faire 1 heure de route. Je laissais mes enfants chez la nourrice, etc. Il était jaloux de tous les hommes qui m'approchaient. Et il me disait toujours qu'il était l'homme de ma vie, que c'était avec moi qu'il voulait vivre, etc. Alors, pardonnez-moi, Hélène, à cette période-là, vous étiez mariée ? Oui, j'étais mariée. Mon mari s'absentait souvent, mais j'étais mariée. Oui, tout à fait. Pourquoi, excusez-moi si cette question est un peu maladroite, mais pourquoi aller vers un autre homme si vous étiez mariée, même s'il était absent, votre mari ? En fait, mon mari partait du lundi au vendredi, et le vendredi, quand il rentrait, on n'arrivait pas à se retrouver au bout d'un moment. Mais voilà, j'ai eu besoin d'aller voir ailleurs, et je suis tombée sur la mauvaise personne. Oui. Et durant cette période, donc ça a duré 6 mois, et durant cette période, il a été menaçant, il a eu quoi comme attitude vis-à-vis de vous ? Ah mais il a été plus que menaçant parce que quand on est amant, on se raconte tout. Je le retrouvais, ma fille fait beaucoup de squash, je le retrouvais sur les cours de squash. Il a fait en sorte qu'on se retrouve des amis communs. Il m'a pas obligé, mais par ses mots et sa manipulation,
J'ai quitté mon mari et mes enfants pendant 8 jours pour partir en Espagne avec lui. Et quand je suis allée en Espagne avec lui, j'avais mis une copine et ma sœur dans la combine. Je me suis rendu compte qu'il était extrêmement jaloux et manipulateur. Et là, je me suis dit, non, c'est pas l'homme de ma vie. J'arriverai jamais à vivre avec lui. Et quand je suis rentrée, mon mari était très mal. Mais quand je suis rentrée et que je lui ai dit que je ne vivrais pas avec lui, en fait, il a envoyé à mes parents, il a envoyé à mon mari une lettre en m'expliquant tout ce que j'avais fait, tout ce que tous nos 6 mois. Et en fait, mon mari ne l'a pas accepté. Et en fait, nous avons divorcé. Il m'a fait divorcer. Et même après le divorce, il m'a harcelée. À l'époque, j'habitais à Angers. J'ai déménagé sur Toulouse. Et à Toulouse, il me poursuivait. Il avait réussi à savoir où je travaillais. Il m'attendait. Il me disait où tu sors, où je fais un scandale. Et il m'a poursuivi même après mon 2e mariage parce que je me suis remariée. Et j'ai expliqué à mon 2e mari que j'avais eu un amant, qu'il était pervers, qu'il était prêt à tout, en fait. Il téléphonait chez moi à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, il me harcelait. Et il m'a gâché ma vie de couple parce qu'en fait, je m'entendais bien avec mon premier mari, quoi. Bien sûr, ça a eu des dégâts importants, hein, puisque vous êtes séparés. Et même sur mes enfants, parce que mes enfants s'en souviennent encore. Et alors, d'après vous, pourquoi il s'est acharné sur vous? Est-ce que parce que alors, vous n'avez... j'ai l'explication, en fait. J'ai l'explication, c'est que sa femme l'avait trompé et il s'était juré de faire payer à travers toutes les femmes qu'il rencontrait ce que sa femme lui avait fait subir, sauf que j'ai été la première des femmes à lui dire non et ça, il l'a pas supporté, en fait. Bon, ça c'est un mauvais chapitre de votre vie malheureusement, mais aussi une expérience. Hein, c'est pour ça qu'il faut être vigilant et prudent avec qui que ce soit et quand on fait des rencontres. Et aujourd'hui, vous êtes en couple? Comment ça se passe? Non, aujourd'hui je viens de perdre mon mari, ça va faire 1 an et je n'arrive pas à accepter la solitude. Il est mort brutalement juste à côté de moi. Ça va faire 1 an le mois prochain. Et là, je me suis inscrite sur un site de rencontre où j'ai rencontré un homme qui me semble bien, mais qui est complètement différent de moi, et qui est très gentil, qui est adorable, qui a toutes les qualités, mais qui physiquement ne me correspond pas. Et ma question, c'est quel avenir sentimental vous me voyez? Parce que je ne me vois pas rester toute seule. Effectivement, Hélène, pardonnez-moi, je vais vous répondre. Je sens que vis-à-vis de cette histoire, il y a besoin de temps et parce que tout simplement, vous avez besoin de vivre votre deuil aussi et de pas, je dirais, trop se précipiter par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous avez besoin de vivre et donc laisser ce temps se mettre en place. Pour moi, je sens qu'avec cet homme, ça va se construire. Il y a un besoin de réajuster, il y a un besoin d'observer, de peut-être aussi, non pas de tester, mais de mettre en place des petites stratégies, non pas liées à de la manipulation, mais tout simplement pour voir si vous êtes capable de pouvoir vous engager et aller plus loin dans cette histoire. Et moi, je vous sens, pouvoir arriver à lâcher avec ce qui vous emprisonne et arriver à aimer autrement et différemment et avoir une continuité. Mais ce que je vous invite, c'est à nous rappeler dans quelque temps pour vous suivre un petit peu vis-à-vis de cette histoire-là, d'accord ? D'accord. J'avais une dernière question, juste rapide. Je dois vendre un appartement suite au décès de mon mari. Est-ce que vous pensez que je le vendrai rapidement? Alors, pour moi, oui. À la période du mois de juin, il y a des choses qui se décident par rapport à ça. D'accord. Merci Hélène. Merci. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Allez, si vous aussi vous souhaitez poser des questions sur votre vie sentimentale, professionnelle, et vous souhaitez témoigner à l'antenne, je suis à votre écoute. 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Mélanie, diagnostiquée bipolaire. Elle nous racontera comment elle le vit. Et notre émission d'hier a remporté un vif succès. Et c'est pour ça que nous aurons aussi Mathilde qui nous parlera de sa reconversion professionnelle. Restez à l'écoute. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30, alors vous pouvez nous suivre en direct live sur YouTube. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera se sentir libre. Pour vous, comment s'exprime la liberté? Eh bien, venez témoigner à l'antenne. Aude Standard vous attend au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Mathilde. Bonjour Mathilde. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio.
Merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. Avec grand plaisir. Mathilde, vous avez 50 ans, vous vous appelez du Pays Basque. Tout à fait. Et auparavant, vous avez travaillé dans le secteur administratif et aujourd'hui, vous êtes en pleine reconversion, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui. Et du coup, j'ai des interrogations par rapport à mon avenir professionnel. D'accord. À ce changement-là. Alors justement, parce que hier nous avons fait une émission un peu spéciale reconversion professionnelle, et je sais que vous avez réagi par rapport à l'émission. Est-ce qu'il y a eu des choses qui, par rapport à ce que vous avez pu entendre, ou qui ont résonné en vous ? Oui. Il y a beaucoup de choses qui ont résonné et je regrette de ne pas avoir pu témoigner hier, mais vous le faites aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je me suis retrouvée dans plusieurs témoignages, ces parcours de changement, les questions que l'on peut se poser, la peur un petit peu de franchir le pas. Bien sûr. L'envie, mais bon, un peu de peur quand même. Exactement. Mais je rappelle quand même à nos auditeurs que souvent et parfois, effectivement, beaucoup de gens essayent de passer à l'antenne et on essaye de faire notre maximum pour prendre tout le monde, mais il faut insister parce que voilà, des fois ça peut fonctionner rapidement, puis parfois ça demande un peu plus d'attente. Et là, ça a été votre cas puisque vous avez pu être prise à l'antenne aujourd'hui. Alors, en fin 2022, vous avez réussi à négocier une rupture conventionnelle. Voilà. Exactement. Vous étiez chez un employeur dans le public ou dans le privé ? Dans le privé. Dans le privé, j'occupais un emploi administratif dans lequel je ne m'y retrouvais plus puisque j'avais fait le tour un peu de la question et je n'arrivais plus à évoluer dans ce poste-là. Donc voilà, une lassitude m'a poussé à réfléchir un peu à mon avenir et du coup j'ai quitté l'entreprise avec un objectif d'ouvrir des gîtes ruraux. Bien. Ça faisait combien de temps que vous travailliez dans le secteur administratif ? Alors dans cette entreprise-là, 15 ans et dans la précédente, 10 ans. Donc j'ai tout le temps travaillé dans l'administratif. Donc vous avez au moins 25 ans d'expérience dans ce milieu-là. Et alors là, l'idée vient des gîtes ruraux. Mais pour quelle raison ? Parce que mes parents ont des gîtes ruraux et que ils sont âgés et que je me disais que c'était une opportunité pour moi de pouvoir les reprendre puisque c'est une activité qui me plaît. Je travaille avec eux l'été sur les périodes de forte saisonnalité. Donc dans le Pays Basque aussi ? C'est dans les Landes. Dans les Landes, d'accord. Ouais. Donc voilà, je me suis dit que l'occasion était toute trouvée pour m'installer et prendre la suite. Mais alors, moi j'ai une autre information concernant une formation. Oui, alors parce qu'en fait, donc en attendant de pouvoir avoir mes propres gîtes, je souhaite proposer un service de conciergerie. D'accord. Et pour cette raison, j'ai fait une formation pour faire mon site internet. Et ça m'a énormément intéressée, donc je souhaiterais proposer dans les services de conciergerie la création de sites internet et de marketing digital, en fait la communication autour des biens touristiques. Voilà, donc j'ai ces deux cordes à mon arc là qui. Oui, en fait, ce n'est pas forcément incompatible parce que j'imagine que en fonction de l'occupation des gîtes, c'est en lien et en rapport avec certaines saisons et donc peut-être ça peut vous laisser plus de disponibilité pour travailler sur tout ce qui est le marketing digital ou des choses comme ça, vous voyez. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'hiver c'est un peu moins rempli, donc ça laisse le temps pour préparer tout ça, du moins pour le moment en tout cas. Mais alors, vous en êtes où exactement ? Est-ce que vraiment l'activité des gîtes ruraux, vous avez repris la pleine activité de vos parents ou est-ce que c'est juste en cours ou où c'est que vous en êtes ? Alors, j'ai pas encore repris parce qu'il faut que je sois propriétaire pour pouvoir en retirer un bénéfice. Donc là, je compte créer ma propre société pour les services de conciergerie. Oui. Que je vais proposer à des personnes que je connais déjà et que je vais démarcher. Et on est en train d'acheter, mon mari et moi sommes en train d'acquérir la maison de mes grands-parents pour y développer une activité commerciale, une activité locative. Pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi vraiment à ce qu'on allait y faire, si on va faire des gîtes ruraux, des chambres d'hôtes
ou une autre activité. D'accord. Et voilà. Et donc pour l'instant, j'ai tout ça en cours et ça bouillonne, mais oui, c'est bien, mais c'est bien parce que je vous sens assez motivé malgré tout, et puis je vous sens aussi être dans cette notion de mémoire familiale, vous voyez, de conserver certaines mémoires, de les faire revivre, de les dynamiser, de les remettre au goût du jour, et donc il y a quelque chose de bien en vous et avec une volonté d'évoluer, de grandir avec votre temps aussi, et ça c'est très très positif. Pour moi, les choses vont se mettre en place et je vous sens vraiment arriver à du bon résultat, parce que de ce que je peux percevoir par rapport à ces projets-là, c'est que vous allez en faire des projets qui vont peut-être s'adapter avec les générations d'aujourd'hui, avec l'environnement dans lequel aussi vous êtes, et c'est important parce que je vous sens que dans cette notion de restauration de lieux, d'endroits, vous avez envie de peut-être d'allier l'environnement à l'architecture intérieure, ou en tout cas ça s'associe, il y a une alliance qui se fait avec ça. Et puis tout ce qui touche effectivement à cette conciergerie, là il y a quelque chose qui se mettra en place. Mais j'ai l'impression que ça se fait de manière ou de parcimonie, c'est-à-dire que il y a des moments où vous serez un peu plus dessus, un peu moins, et peut-être que vous aurez besoin d'une aide à vos côtés pour pouvoir développer toute une partie, je sais pas si c'est une partie marketing, commercial ou communication ou autre, mais il y aura une autre aide, et ce n'est pas forcément celle de votre mari. Votre mari, je le sens plus être, on va dire, sur le terrain, et notamment sur la partie tout ce qui est gîte, ou en tous les cas habitation et tourisme. Mais en ce qui vous concerne, pour vous, les choses vont se mettre en place, vont se développer, et progressivement ça va prendre place. Donc moi j'aurais tendance à vous dire de foncer, de continuer, bien entendu essayer d'avoir une bonne perspective, mais surtout une bonne analyse sur les investissements financiers pour éviter de faire des erreurs, mais ça semble se mettre en place et ça semble se positionner sur l'avenir, donc c'est plutôt positif. Ah, ben je suis ravie, je suis très contente. Oui. Vous savez ce que vous voulez. Merci. Et ça c'est ce qu'il y a de plus important. D'accord. D'accord, très bien. N'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord, mais merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup pour votre émission. Merci Mélanie. Et bonne continuation. À vous aussi. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, je vais en revenir sur notre sujet du jour. Je vais vous donner des conseils pour identifier une personne avec un trouble de personnalité. Alors généralement, on peut commencer à suspecter un trouble de la personnalité lorsque le comportement et le caractère impactent ou empêchent la vie quotidienne en raison de problèmes liés à l'image de soi, de difficultés pour établir des liens avec autrui, des émotions aussi ressenties, désagréables, avec une tension émotionnelle, un comportement face aux pulsions entre restriction et satisfaction des besoins, un comportement mal adapté par rapport aux normes sociétales, et une détresse ou un changement du comportement. Alors, il existe effectivement des pistes, et les professionnels de la psychologie sont aptes à proposer une prise en charge adaptée afin de limiter les symptômes d'un trouble de la personnalité. Et la parole est à Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Vous avez presque tout dit en fait. C'est-à-dire Mélanie? Alors en ce qui me concerne, mauvaise image de soi, au niveau des émotions, des émotions très très fortes, alors surtout quand il s'agit d'injustice, à la limite c'est plus de l'injustice envers les autres qu'envers moi. D'accord. Oui, pardon. Alors, pardonnez-moi Mélanie, parce que vous avez très vite enchaîné, et c'est très bien, au contraire, mais vous avez 53 ans, vous êtes de Montpellier, et anciennement vous travaillez dans le secrétariat, et notamment dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, vous êtes sans activité professionnelle. Alors la question que je pourrais vous poser, est-ce que le fait que vous ne travaillez plus, est-ce que c'est lié justement à ce problème de bipolarité que vous avez, ou pas?
Alors non, parce qu'en fait, le fait que mes employeurs aient voulu se séparer de moi, c'est parce que bizarrement, j'ai eu un problème au genou avec une grosse absence. Donc c'est pas le mental. Par contre, je pense que quand même c'était lié à la base, parce qu'en fait, j'ai été embauchée chez eux en 2011 et fin 2014, j'ai eu un gros épisode dépressif. Et j'en avais pas eu depuis 8 ans, vous voyez, j'avais été tranquille 8 ans. Et en fait, au niveau de la médecine du travail, on m'a conseillé le temps partiel. Le médecin du travail de la sécurité sociale m'a carrément mis en invalidité catégorie 2, c'est-à-dire avec un gros risque de rechute et donc obligation d'être en travail à temps partiel. Et ça a énormément gêné mes employeurs au niveau planning. Enfin, ça les a gênés. Et ça pouvait s'arranger. Je travaillais dans le privé, j'aurais été dans le public, c'était beaucoup plus simple en fait. Ils ont refusé mon mi-temps thérapeutique. Alors après, j'ai joué de malchance. Ouais. Et bon, j'arrive à en sourire maintenant, mais bon, j'en ris. C'est bien de prendre les choses un peu avec de la dérision aussi. C'est important pour avoir un peu de recul. Bien sûr. J'ai tellement pleuré et bon, ça m'a pas aidé. Et alors, par contre, ce que vous disiez par rapport à s'apercevoir qu'une problème a des troubles de la personnalité, moi c'était alors quand je suis en haut. Parce qu'en fait, on m'a diagnostiqué ayant un trouble bipolaire catégorie 2, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent la manie, c'est-à-dire quand je monte, moi, je suis exaltée, je suis rigolote, alors je dors pas beaucoup, je mange pas beaucoup, alors par contre je parle très vite. Justement, et pardonnez-moi, je fais une petite parenthèse parce que dans la bipolarité, il existe 5 types de bipolarité, et si vous me le permettez, je vais redéfinir un peu les types. Voilà, les types 1, c'est juste avec des comportements maniaques. Les types 2 sont souvent avec des troubles de l'humeur, des dépressions, c'est ce que vous avez eu sûrement. Le type 3, c'est un fort trouble émotionnel avec de l'hypomanie, c'est le trouble de l'humeur et une dépression plus accentuée. Le 4, c'est un peu la même chose que le 3, mais avec des cycles. Et le 5, c'est une hyperactivité non contrôlée avec une dépression bipolaire qui finit avec un burn-out. Et vous avez été déclaré type 2, c'est ça, ou type 1? Alors oui, je savais même pas que maintenant on disait type 3, vous voyez, vous me l'apprenez. Et alors surtout que dernièrement on m'a appris que j'avais un fonctionnement borderline. Ça c'est venu après. Enfin, on m'a dit que je l'avais, c'était en sommeil, mais avec cette injustice d'être chassée du travail et donc ça a été affreux pour moi. Je me suis dit ça y est, encore autre chose. Vous voyez, moi ce qui est dur, c'est de me sentir pas normal, pas comme les autres. En fait, c'est une hypersensibilité et en fait, je me sens presque comme inadaptée, vous voyez, tellement je suis hypersensible et que je ressens plus les choses que je ne les comprends. Et ça c'est difficile, surtout à mon âge maintenant, parce que je pensais vraiment qu'avec l'âge ça s'arrangerait. Et est-ce que je peux vous dire ce qui m'aide? Ça peut peut-être aider des auditeurs. Allez-y, évidemment. Alors la chance que j'ai eue avec ce problème, c'est qu'en fait j'ai rencontré déjà une psy très bien. C'était à l'âge de 22 ans. Il y avait une structure à l'hôpital de Montpellier qui recevait les patients. Enfin, c'était très bien. On était dans un cocon et on repartait du bon pied. Ça vraiment c'était super. Malheureusement ça a été fermé. Et en 2015, suite, vous voyez, c'était le mal pour un bien, ou ce que la psychiatre appelle le cadeau caché, suite à 2 tentatives de suicide. J'ai rencontré une infirmière qui m'a proposé de rencontrer une jeune psychiatre qui a mis en place sur Montpellier pour les troubles de l'humeur une thérapie qui fait partie de ce qu'ils appellent des TCC, les thérapies comportementales, la 3e vague. Voilà, merci. Et alors c'est pas une baguette magique, mais à un moment ça m'a énormément aidé. Et là par contre je n'arrive plus à rentrer dans la méditation, parce qu'en fait c'est basé sur de la méditation, de la respiration. On fait ça en groupe, en visio ou en présentiel. Et c'est un peu orienté vers le bouddhisme, mais pas. Alors je sais pas comment dire.
Alors, moi, j'ai quand même une petite information, si vous me permettez, Mélanie, c'est que dans mes notes, j'ai eu comme information que vous avez appelé Alexandre, moi-même, hein, et que ça vous a fait un bien fou. Vous nous avez appelé il y a combien de temps ? Il y a un mois et demi ou 2 mois. Ah oui, ça m'a fait un bien fou parce que, écoutez, pourtant je suis en surpoids. Je me suis sentie plus légère, je me suis sentie assez libérée parce que évidemment ce trouble ça joue dans ma famille et en fait comme proche et active j'ai ma maman. Mais en proche très absent, même si je comprends qu'il m'aime, mais c'est trop peu pour moi. Et en fait, vous m'avez fait réaliser qu'effectivement, c'est difficile ça concernait quel sujet quand vous avez appelé moi, c'était la carence affective. La carence affective, en fait, c'était l'appartenance ou la... Je ne me rappelle plus. Oui, la dépendance peut-être, dépendance affective. Oui, parce que j'ai fait une émission sur ce sujet-là. Et comme quoi l'émission à votre écoute, eh bien, ça peut faire du bien aussi. Et ça peut être thérapeutique. Mais oui, je n'aurais jamais cru qu'un jour je vous appellerais. Je vous ai connu sur mes trajets maison-travail. Je vous ai connu comme ça il y a au moins 4 ans. Et parfois vraiment, c'est pour ça que je parle de cette psychiatre des troubles de l'humeur à Montpellier, parce que ça peut aider. J'espère que ça aidera des auditeurs. Et moi, certains témoignages m'ont aidé. Vous voyez, certains témoignages m'ont fait réaliser que j'étais pas anormale. Mais Mélanie, pardonnez-moi parce qu'on va devoir rendre l'antenne. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que, et de ce que je ressens pour vous, c'est que même si vous avez été diagnostiquée, ne vous sentez pas différente des autres. Effectivement, vous avez une ultra-sensibilité. Effectivement, vous avez des émotions qui sont parfois exacerbées et tout ça. Mais vous allez les contrôler. Vous pouvez être capable de pouvoir contrôler parce qu'on est seul maître de sa personne, de ce que nous véhiculons et de notre propre responsabilité. Donc, et vous êtes lucide face à tout ça. Donc, pour moi, je sens quelque chose d'assez optimiste. Je dis pas que tout ça va s'enrayer parce que déjà, je ferai pas de diagnostic à l'antenne, mais en attendant, pour moi, restez optimiste et soyez avec cette énergie, cette force que vous véhiculez aujourd'hui à l'antenne de Sud Radio, d'accord ? Merci beaucoup. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci. Au revoir, merci. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, je suis à votre écoute. On se retrouve avec Marie. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio, pour cette dernière partie, avant de retrouver Les Vraies Voix, présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste quelques minutes pour passer encore à l'antenne. Et la parole est à Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Eh bien, écoutez, nous aussi également, ravis de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Marie, vous avez 47 ans, vous êtes de Toulouse et actuellement vous êtes en reconversion professionnelle. Alors, je vais rebondir un petit peu par rapport à notre précédente auditrice qui parlait justement de sa bipolarité. Et vous avez un exemple dans votre famille, c'est votre tante, c'est ça ? Exactement, donc sous l'angle de l'entourage ou en étant proche de quelqu'un qui est bipolaire. Moi, ce que je voulais partager, c'est que souvent on a de l'appréhension. Oui. Mais si on arrive à vraiment comprendre le fonctionnement de la personne qui est bipolaire, si on arrive à déceler les périodes positives où elle est bien et les périodes de moins bien, l'idée c'est vraiment de multiplier les moments bonheur, j'appelle ça les petits bonheurs, dans les périodes positives. Ça peut tenir à pas grand-chose, partager du temps avec elle, des balades, des repas, vraiment se nourrir de ces moments-là pour supporter les moments qui sont plus compliqués. Parce que parfois, la personne bipolaire, elle peut être ingérable. Donc c'est vraiment se nourrir de ça, et un équilibre est toujours possible à trouver avec la compréhension et avec l'amour. Et est-ce que vous pensez que votre tante aujourd'hui a trouvé justement cet équilibre-là, si elle est bien entourée et écoutée aussi et entendue ? Aujourd'hui, je pense qu'elle vieillit, elle a 70 ans aujourd'hui, très très bien grâce à ça, grâce à cette forme d'équilibre qu'elle a pu trouver avec son époux et
et le fait de profiter vraiment des instants qui sont positifs. Alors, et ça répond un petit peu à ce que je disais avec notre précédente auditrice, où je sentais qu'elle peut essayer de trouver un équilibre, et voilà un exemple. Merci de votre témoignage, vraiment, Marie. Alors vous avez occupé pendant 17 ans un travail dans le secteur immobilier, et il y a 6 mois, vous avez tout arrêté, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui, c'est tout à fait ça. Et pour aller vers une reconversion professionnelle, et laquelle ? En fait, j'ai développé des compétences en formation et le développement personnel, tout ce qui porte sur la conduite du changement ou le management m'intéresse aussi beaucoup. Donc voilà, j'ai eu des entretiens récemment, mais j'ai l'impression d'être bloquée et de toujours avoir des entretiens mais liés à mes compétences passées. Donc je me sens bloquée en fait. Bien sûr. Donc ma question c'était de savoir si j'allais pouvoir trouver une activité salariée dans ce domaine-là, dans le domaine de la formation ou le conseil. Pour moi, effectivement, je sens qu'il y a quelque chose de possible. J'ai du mal à vous dire si c'est formation ou conseil parce que c'est assez lié, même si c'est 2 secteurs très distincts, mais de l'un de l'autre. Mais en tous les cas, je sens qu'il y a cette possibilité d'aller vers ce domaine-là. Après, c'est juste un petit souci de confiance en vous. C'est normal parce que vous manquez d'expérience. Même si vous avez été formé et même si vous avez besoin d'être formé, il y a ce petit manque de confiance en vous, mais persévérez parce que à l'été 2024, il y a un changement positif, il y a une possibilité avec une opportunité qui va se présenter à vous, et peut-être que ça vient par le biais d'un entourage proche de vous, où là, ça vous ouvrira des portes. Mais foncez et continuez comme ça, d'accord ? Mais merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Marie. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et pour conclure, je dirais, quel que soit le regard des autres, le plus important est celui que vous avez envers vous. Allez, on se donne rendez-vous demain. Le sujet sera se sentir libre. Alors n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne de Sud Radio, ou alors tout simplement à laisser votre commentaire sur le groupe. À votre écoute, passez une belle fin de journée et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, ce soir, évidemment, on va beaucoup parler de ce drame dans l'Ariège où une agricultrice a été tuée et 2 personnes blessées, dont sa fille et son mari, sur un barrage à Pamiers. Et on vous pose cette question, agriculteur, taxi, est-ce un mouvement comparable au gilet jaune, puisque le mouvement de colère, on a l'impression qu'il est en train de se transmettre. Les agriculteurs, maintenant les taxis qui vont bloquer certaines villes demain. Et est-ce que c'est votre avis ? Est-ce que c'est un mouvement comparable aux gilets jaunes qui occupent les routes, les ronds-points ? Venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h35, notre coup de projecteur. L'électricité qui augmente de près de 10%, mais c'est pas l'électricité, c'est une taxe sur l'électricité qui est rétablie, qui va rapporter 6 milliards. Hausse de les mutuelles augmente, évidemment comme on dérembourse de plus en plus les soins par la Sécu. Hausse de l'électricité et des mutuelles, sommes-nous en train de payer le quoi qu'il en coûte qu'il y a eu pendant le Covid et qu'il faudrait bien rembourser un jour ou l'autre ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 éditorialistes, Philippe Bilger, Françoise Degois et François de Rugy. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.